Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. L'Assemblée nationale a abrité ce matin le traditionnel débat qui fait suite au discours de politique générale du gouvernement prononcé par le Premier ministre. Vous entendrez le président de l'Assemblée nationale dans ce journal. Et l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Pologne, membres européens du Conseil de sécurité, ont affirmé dans une déclaration le rejet de la décision américaine de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Bonjour et bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a abrité ce matin le traditionnel débat qui fait suite au discours de politique générale du gouvernement prononcé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette séance plénière était placée sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. Cet exercice au nom et dans l'intérêt du peuple vise à analyser, surveiller, discuter et vérifier l'activité du gouvernement, va ainsi s'assurer que la politique et l'action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes des citoyens. Écoutez le président de l'hémicycle national qui a évoqué les dispositions constitutionnelles et réglementaires s'appliquant pour une organisation dans des bonnes conditions du débat sur la politique générale du gouvernement avant d'appeler membres du gouvernement et aux parlementaires de s'y conformer. Avec chaque nouveau investisseur. Par conséquent, il s'agit du thème de la lutte contre la corruption. Le président de la République a exprimé dans le débat si nécessaire. Monsieur le Premier ministre, je vous assure, c'est un problème. Séparer son patrimoine. Et nous avons malheureusement et volontairement, nous ne manquerons nullement d'assister aux activités des équipes mobiles. Commencer les travaux de notre séance d'aujourd'hui consacrée au débat sur la politique générale du gouvernement. Ce débat est consacré par la Constitution qui prévoit dans son article 61 que le gouvernement rend compte périodiquement de sa gestion à l'Assemblée nationale. Ce sont donc vos commentaires, vos observations et vos réflexions qui susciteront et nourriront le dialogue de cette matinée qui est. Le Premier ministre répondra aux questions posées. Les cas échéants, il pourra demander au ministre d'apporter des précisions techniques. Et durant la séance d'aujourd'hui, les parlementaires n'ont pas manqué d'interroger les membres du gouvernement sur les différents points qui étaient à l'ordre du jour. Clôturant la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également réagi sur la politique générale du gouvernement. Je vous propose de le suivre. Des solutions. Ces solutions, nous avons aménagé des terrains uniquement pour cette question-là. Et nous avons proposé les nouveaux terrains que nous avons aménagés où il y aura tout le réseau, c'est-à-dire réseau électrique, réseau eau potable, tout serait là, les terrains sont déjà aménagés, sont déjà faits. Sauf que certaines personnes ne veulent pas de cette solution, dont il fait partie lui-même, qui veulent coûte que coûte récupérer son terrain sur lequel effectivement il y a une autre personne qui a construit. La question, si on rentre à décaser et tout ça, on n'en sort pas. Donc il vaut mieux, la solution que nous vous avons proposée, il faut les prendre. En plus de cela, ces terrains, ils sont dans un environnement meilleur que celle que vous réclamez aujourd'hui. Puisqu'il y a de l'espace, et cet espace est mieux que l'endroit où vous demandez, parce qu'actuellement là-bas c'est devenu vraiment un endroit congru. Nous avons des équipements neufs. Nous avons des gens qui sont formés ici à Djibouti et à l'étranger. Des médecins, des spécialistes. Nous n'avons pas à dire, oh, nous n'avons pas assez de médecins.
Peut-être que nous n'avons pas assez de plateaux techniques parce qu'ils coûtent énormément cher. Mais nous y arriverons. Nous y arriverons parce qu'il y a la volonté politique qui est là. Ça, il faut le savoir. Le cas du paludisme, ça touche tout le monde. Ça touche tous les pays d'Afrique. Mais nous allons encore baisser. Et vous allez voir, d'ici quelques mois, d'ici une année, nous allons baisser le cas de palu dans le pays. Parce que nous sommes déterminés à aller de l'avant. Également dans l'actualité, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Mohamed Ahmed Cher, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mohamed Ibrahim. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a souhaité un plaisant séjour à Djibouti. Il est revenu sur les relations que la République de Djibouti entretient avec ce pays voisin et ami qu'est la République éthiopienne. L'ambassadeur a tenu à souligner l'exemplarité des relations que les deux pays entretiennent et a émis le souhait de renforcer la coopération judiciaire et l'échange d'expériences pour le bénéfice de tous. Le ministre de la Justice a rappelé les conventions que la République de Djibouti a signées avec l'Éthiopie en matière d'extradition et de transfert de prisonniers, entre autres. Les deux pays doivent collaborer étroitement pour réduire la migration illégale, a-t-il souligné. Le ministre de la Justice a assuré l'ambassadeur de son entière collaboration pour toutes les questions relevant de son département. À Addis Abeba, les activités de la mission égyptienne se poursuivent dans les meilleures conditions. Au bloc opératoire de l'hôpital Dr Absiye, plusieurs centaines de personnes ont saisi de cette opportunité en affluant donc massivement de toute la région d'Addis Abeba, mais aussi d'ailleurs pour profiter pleinement de ces prestations gratuites qui leur sont offertes dans le cadre de la coopération sanitaire entre la République de Djibouti et la République d'Égypte. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouaké, s'est rendu sur place en compagnie de l'ambassadeur d'Égypte, Ahmed Salah, de plusieurs cadres du département de la Santé pour s'enquérir donc du bon déroulement des activités. Accueillis par les autorités locales et le directeur de l'hôpital, le ministre et sa délégation ont pu visiter les différents services pour constater le succès qu'a rencontré cette louable initiative médicale. Dans différents domaines, ce sont de professeurs de très haut niveau en collaboration avec l'État égyptien. Ils étaient ravis par la préparation qui a été faite par leurs collègues djiboutiens. J'espère qu'ils auront l'impact que tout le monde veut pour soigner nos confrères djiboutiens et que aussi leurs collègues peuvent profiter de leur expertise. Donc l'objectif de cette mission médicale égyptienne est de prodiguer et rapprocher les soins et prestations qualifiées et gratuites au plus grand nombre. L'éducation nationale de la formation professionnelle et la Poste de Djibouti ont lancé hier un projet de correspondance scolaire entre les établissements scolaires. Il faut dire que ce projet de correspondance épistolaire entre les différents établissements scolaires est destiné à inciter donc les plus jeunes, donc les écoles primaires et les collèges, à renouer avec la tradition de l'écriture et partant d'améliorer la qualité de leurs plumes. Plus généralement, la correspondance scolaire est un projet donc du ministère de l'Éducation nationale qui veut instaurer des liens entre les élèves qui seront amenés à partager leurs pensées avec leurs camarades d'autres établissements. La Poste, dans le cadre d'un partenariat avec le MENFOP, s'est portée volontaire pour endosser la responsabilité d'une telle mission. De correspondance scolaire qui est très important. Au niveau de la Poste, nous avons mis à disposition de l'Éducation nationale tous les moyens qui étaient en notre possession, nos facteurs qui sont déplacés personnellement dans les écoles pour récupérer les lettres écrites par des élèves et qui seront envoyées à d'autres élèves dans d'autres établissements. C'est un projet de correspondance scolaire. Donc nous avons sillonné aujourd'hui plusieurs établissements. Nous avons la Poste, les facteurs se sont rendus dans les classes pour récupérer les lettres écrites par les élèves pour les remettre aux élèves des établissements correspondants. Donc voilà, c'est un projet que nous comptons pérenniser. Direction le Maroc, où les travaux de la conférence ministérielle sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara se sont ouverts hier à Marrakech.
Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a représenté la République de Djibouti à cette conférence. 38 pays issus des 5 sous-régions du continent ont participé à cette conférence. Ils ont exprimé l'attachement des leaders africains au choix stratégique de dépasser les causes de division, de clivage et de fragmentation qui mettent en péril l'unité africaine. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a indiqué que la conférence de Marrakech se tient à un moment où l'Afrique fait face à des défis substantiels qui exigent que l'on se rencontre régulièrement, que l'on se concerte plus et que l'on travaille davantage ensemble. Soulignant donc que l'intérêt supérieur de l'Afrique appelle au rassemblement, à l'unité, à la cohésion et à la cohérence. Pour sa part, le ministre djiboutien de la Culture a remercié le Royaume du Maroc pour l'accueil qui a été réservé à la délégation djiboutienne et a salué l'excellence des relations entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc, tout en soulignant les liens historiques et culturels qui lient les deux peuples et pays frères. Le ministre a réitéré le soutien de Djibouti à l'intégralité du territoire marocain. Il a souligné à cet égard l'initiative du Royaume du Maroc de régler ce différend conformément au processus politique issu des résolutions des Nations Unies sur la question du Sahara, notamment la résolution de 2440 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la décision 693 prise par les chefs d'État africains lors du 31e sommet de l'Union africaine, réaffirmant, elle rappelle, l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d'une solution politique à cette question. Le ministre donc était accompagné par notre ambassadeur au Maroc, Ibrahim Beledou Ali, et du conseiller technique du ministre Idriss Moussa Ahmed. Et au terme de ces travaux, la conférence a adopté à l'unanimité la déclaration de Marrakech qui soutient le règlement de ce différend par la voie pacifique. Et de là, nous passons donc à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, aux Comores. La CENI a annoncé les résultats provisoires des élections présidentielles. C'était hier soir. Azali Assoumani a été réélu président dès le premier tour avec 60,77% des voix. Après un premier tour très perturbé dimanche dernier par des affrontements entre la population et les forces de l'ordre dans plusieurs localités du pays, ce résultat n'est pas accueilli comme une surprise. Les 12 candidats d'opposition avaient déclaré préalablement qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de la CENI. Le candidat du parti Joua, de l'ancien président Sambi, arrive quant à lui en deuxième position, loin derrière avec 14,62% des suffrages exprimés. La Commission électorale nationale donc ne donne que des résultats provisoires. Il appartient ensuite à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de les promulguer définitivement. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Pologne, membres européens du Conseil de sécurité, ont affirmé, je vous le disais en titre, dans une déclaration, leur rejet de la décision américaine de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Nous ne les considérons pas comme faisant partie du territoire de l'État d'Israël, ont insisté les ambassadeurs. La décision américaine est une violation très grave du droit international, a souligné l'Indonésie. Elle est totalement inacceptable. La Syrie a le droit de reprendre donc ce territoire enrichi, a renchéri le Koweït, tandis que l'Afrique du Sud évoquait sa grande préoccupation. Après le changement de politique américaine, le plateau du Golan a été conquis sur la Syrie en 1967 par l'État hébreu, puis annexé. Territoire stratégique pour les deux pays. Il est riche en eau et surplombe donc la Galilée et le lac de Tibériade du côté contrôlé par Israël. À l'étranger toujours, au Venezuela, avec ses tensions après une nouvelle panne de courant et l'arrivée donc des soldats russes, alors que le Venezuela est une fois de plus plongé dans le noir à la suite d'une nouvelle coupure de courant plus qu'importante. La tension s'est accrue hier à cause de la récente arrivée de soldats russes à Caracas. Il semble que le gouvernement de Nicolás Maduro n'ait pas confiance en ses propres militaires car il les fait venir à l'étranger. Il viole à nouveau la Constitution. C'est ce qu'a déclaré l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido devant donc le Parlement. La majorité parlementaire a rejeté à l'unanimité la présence de militaires russes au Venezuela, qualifiant donc d'ingérence à la souveraineté nationale qui viole la Constitution de manière flagrante. A ensuite indiqué l'institution dans un communiqué. Selon la loi, le Parlement a son mot à dire pour toute mission militaire étrangère sur le sol vénézuélien. Hier, le ministère des Affaires étrangères russe a souligné que l'envoi
de ces militaires avait été établi dans le cadre de la loi vénézuélienne. La Russie est en train de renforcer sa coopération avec le Venezuela en accord avec la constitution de ce pays et dans le cadre de la loi, a déclaré le porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Le groupe de Lima, composé de 13 pays latino-américains et du Canada, a fait part de sa préoccupation concernant donc la présence de troupes russes et a condamné toute provocation. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Ce soir, à 22h, vous retrouverez Ahmed Hamed pour un nouveau journal. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même place et à la même heure. Bon après-midi à toutes et à tous.